Ma sœur a donné un coup de pied dans mon ventre de femme enceinte juste pour voir si ça faisait du bruit. Quand j'ai essayé de la confronter, mes parents ont tenté de la défendre en disant « Erika, est-ce qu'elle t'a dit quelque chose ? Nous sommes là pour toi. S'il te plaît, écoute-nous. » Pendant ce temps, elle s'est approchée de moi en pleurant et m'a de nouveau donné un violent coup de pied, ce qui m'a fait perdre connaissance. Puis mes parents ont commencé à dire « Allez, réveille-toi. Erika en a assez maintenant. Tu peux arrêter ton cinéma. Nous n'avons pas de temps à te consacrer. » Mon père m'a même donné un coup de pied en criant « Dépêche-toi, ou je vais demander à Erika de te frapper à nouveau. » Dès que mon mari les a vus, ils ont paniqué. Mais quand le médecin est arrivé et nous a remis le rapport indiquant que le bébé ne bougeait plus, mon mari a fait de leur vie un véritable enfer. Je m'appelle Sarah, et voici l'histoire de comment ma famille a détruit tout ce que j'avais de plus cher, et comment mon mari, Michael, les a fait payer d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. En grandissant, j'ai toujours su que j'étais le bouc émissaire de ma famille. Ma sœur cadette, Erika, était l'enfant chéri qui ne pouvait jamais mal faire, tandis que j'étais blâmée pour tout. Mes parents, David et Linda, avaient clairement établi dès mon plus jeune âge qu'Erika était leur priorité. Elle avait la meilleure chambre, les vêtements les plus neufs et, plus important encore, leur amour et leur protection inconditionnelle. Quand j'ai rencontré Michael à l'université, c'était comme trouver mon salut. Il était gentil, brillant, et surtout, il voyait ma valeur. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans avant qu'il ne me demande en mariage, et malgré l'accueil tiède de ma famille, nous avons eu un mariage magnifique. Michael travaillait comme avocat d'affaires dans l'un des cabinets les plus prestigieux de la ville, tandis que j'enseignais en école primaire. 2 ans après notre mariage, nous avons découvert que j'étais enceinte. Michael était aux anges, et j'étais terrifiée mais excitée. Nous essayions depuis des mois, et quand ce test positif est apparu, c'était comme si nos vies commençaient enfin. Nous avons décidé d'attendre le 2e trimestre pour l'annoncer à qui que ce soit, voulant nous assurer que tout allait bien d'abord. À 12 semaines, nous avons eu le feu vert de notre médecin. Le bébé était en bonne santé, se développait normalement, et nous étions officiellement sortis de la zone de danger. Ce week-end-là, nous avons décidé de rendre visite à mes parents pour partager la nouvelle. J'aurais dû m'en douter. Quand nous sommes arrivés dans la maison de mon enfance, Erika était déjà là avec son petit ami, Jake. Elle sortait avec lui depuis environ 6 mois, d'après ce que je pouvais voir, leur relation était houleuse. Elle était de nouveau sans emploi, vivait chez nos parents et semblait plus amère que d'habitude. Tiens, regardez qui a décidé de nous honorer de sa présence, dit Erika alors que nous passions la porte. Elle était affalée sur le canapé, faisant défiler son téléphone avec ce regard de dédain familier qu'elle me réservait. Salut, Erika, dis-je, en essayant de rester courtoise. Maman, papa, nous avons une excellente nouvelle à vous annoncer. Mes parents levèrent les yeux de la cuisine où ils préparaient le dîner. Maman s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha, suivie par papa. Quelle est la nouvelle, chérie ? Demanda maman, bien que son attention semble partagée entre moi et ce qu'Erika faisait sur son téléphone. Nous allons avoir un bébé, annonça Michael, passant son bras autour de ma taille avec le plus grand sourire que je lui ai jamais vu. La réaction ne fut pas celle que nous attendions. Le visage de maman s'illumina brièvement, puis elle jeta un coup d'œil à Erika, dont l'expression s'était assombrie. Papa se racla la gorge, mal à l'aise. C'est merveilleux, Sarah, dit maman, mais sa voix manquait d'enthousiasme. Tu en es à combien de semaines ? 12 semaines, répondis-je, ma main se posant instinctivement sur mon ventre encore plat. Tout a l'air parfait. Le médecin dit que le bébé est en bonne santé et se développe comme prévu. 12 semaines et tu nous le dis seulement maintenant ? Demanda papa en fronçant les sourcils. Tu ne penses pas que ta famille aurait dû être la première à le savoir ? Avant que je puisse répondre, Erika se leva brusquement du canapé. Attends, tu veux dire que tu es vraiment enceinte ? Genre, il y a vraiment un bébé là-dedans ? Elle s'approcha de moi avec une expression étrange, un mélange de curiosité et de quelque chose de plus sombre. Oui, Erika, c'est généralement comme ça que fonctionne une grossesse, dis-je, regrettant immédiatement mon ton sarcastique.
Je savais qu'il ne fallait pas la provoquer. Sans prévenir, Erika tendit la main et me tapota vivement le ventre avec son doigt. Ça n'a pas l'air de grand-chose. Tu es sûr qu'il y a vraiment quelque chose de vivant là-dedans? Michael s'avança, la voix tranchante. Erika. Qu'est-ce que tu fais? Je suis juste curieuse, dit-elle avec cette voix innocente qu'elle utilisait chaque fois qu'elle s'apprêtait à faire quelque chose d'horrible. Je veux dire, comment sais-tu même si c'est vivant? Genre, est-ce que ça fait des bruits ou quelque chose? Avant que quiconque puisse réagir, Erika recula sa jambe et me donna un coup de pied en plein dans le ventre. Pas assez fort pour me faire tomber, mais assez pour que je me plie en deux de douleur, le souffle coupé. Erika, hurlai-je en me tenant le ventre. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Michael se précipita à mes côtés, le visage rouge de fureur. Tu es folle? Tu aurais pu blesser le bébé. Mais au lieu de se précipiter pour voir si j'allais bien, mes deux parents tournèrent immédiatement leur attention vers Erika, qui avait commencé à verser des larmes de crocodile. Erika, ma chérie, ça va? Maman se hâta à ses côtés. Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose pour te contrarier? Nous sommes là pour toi. S'il te plaît, écoute-nous. Elle a été méchante avec moi, sanglota Erika, jouant parfaitement la victime. Elle me parle toujours comme si j'étais stupide. J'essayais juste de comprendre pour le bébé et elle est devenue toute sarcastique. Sarah, tu sais à quel point ta sœur est sensible, dit papa, d'une voix sévère. Il n'y avait aucune raison de lui parler sur ce ton. Elle m'a donné un coup de pied, criai-je, tenant toujours mon ventre. Elle a délibérément frappé mon ventre de femme enceinte. Ce n'était pas fort, gémit Erika. Je ne faisais que plaisanter. Elle fait tout un drame pour rien. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ma sœur venait de m'agresser alors que j'étais enceinte, et mes parents la consolaient. Michael avait l'air sur le point d'exploser, mais je touchai son bras, essayant d'éviter que la situation ne dégénère. Écoutez, oublions ça, dis-je, bien que mon ventre me fasse encore mal. Je vais bien. Le bébé va bien, et nous sommes venus pour partager une bonne nouvelle. Mais Erika n'avait pas fini. À travers ses fausses larmes, je pouvais voir cette lueur familière de méchanceté dans ses yeux. Je ne comprends toujours pas comment tu sais si c'est vivant, dit-elle, reprenant ce ton innocent. Je veux dire, c'est si petit. Peut-être que si je... Elle se jeta soudainement sur moi à nouveau, me frappant cette fois beaucoup plus fort dans l'estomac. La force du coup me fit basculer en arrière, et je perdis l'équilibre, me cognant violemment la tête contre le coin de la table basse en tombant. La dernière chose dont je me souviens, c'est la douleur aiguë dans mon crâne et Michael qui criait mon nom. Quand j'ai commencé à reprendre conscience, j'entendais des voix autour de moi, mais tout était flou et lointain. Ma tête me martelait et j'avais une terrible douleur dans l'abdomen. « Allez, réveille-toi » entendis-je mon père dire avec impatience. Erika en a assez maintenant. Tu peux arrêter ton cinéma. Nous n'avons pas de temps pour toi. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais tout était trouble. Je pouvais distinguer des formes qui bougeaient autour de moi, mais je ne pouvais pas faire le point. Sérieusement, Sarah, c'est ridicule, intervint la voix de ma mère. Ta sœur t'a à peine touchée. Pas la peine de faire toute cette comédie. J'ai essayé de parler, de leur dire que quelque chose n'allait pas, que j'étais vraiment blessée, mais seul un faible gémissement sortit. Dépêche-toi ou je vais demander à Erika de te frapper à nouveau, dit papa, et je sentis son pied me pousser brutalement sur le côté. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix de Michael, et c'était une voix que je ne lui avais jamais entendue. Une rage pure, sans phare. Éloignez-vous d'elle, rugit-il, et soudain, le silence se fit dans la pièce. J'ai réussi à ouvrir les yeux juste assez pour voir Michael entrer en trombe par la porte d'entrée, toujours dans ses vêtements de travail. Il avait dû venir nous chercher quand nous ne répondions pas à nos téléphones. Son visage était un masque de fureur en observant la scène, moi, inconsciente sur le sol, mes parents debout au-dessus de moi, l'air agacé plutôt qu'inquiet. Et Erika, assise sur le canapé, son maquillage ayant coulé à cause de sa séance de larmes feintes. « Qu'est-ce que vous lui avez fait » demanda Michael, s'agenouillant immédiatement à côté de moi et vérifiant prudemment mon pouls.
Elle fait sa comédienne, commença à dire papa, mais Michael le coupa. Elle est inconsciente. Elle saigne de la tête. Michael sortit son téléphone et composa le 911. J'ai besoin d'une ambulance. Ma femme enceinte a été agressée et a une blessure à la tête. Agressée, se moqua maman. Ne sois pas si dramatique. Erika ne faisait que s'amuser. Le regard de Michael devint glacial en fixant ma famille. S'amuser? Elle est enceinte et elle est inconsciente sur votre sol avec une blessure à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé ici, exactement? En attendant l'ambulance, Michael me tenait la main et me faisait parler pour s'assurer que je restais consciente. Ma famille se tenait là, l'air de plus en plus mal à l'aise alors que la réalité de la situation commençait à s'imposer. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils m'ont immédiatement stabilisée et ont demandé ce qui s'était passé. Elle a été frappée au ventre par sa sœur et elle est tombée, se cognant la tête, leur dit Michael sans hésitation. Monsieur, nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement, dit l'ambulancier en chef. Les traumatismes crâniens pendant la grossesse sont extrêmement graves et nous devons vérifier l'état du bébé. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un tourbillon d'équipements médicaux et de voix inquiètes. Michael a tenu ma main tout le temps et je pouvais voir l'inquiétude gravée sur chaque trait de son visage. Les ambulanciers continuaient de me poser des questions pour me garder consciente. Quel est votre nom? Quel jour sommes-nous? Combien de doigts je montre? Chaque secousse de la route envoyait des douleurs fulgurantes dans ma tête et mon abdomen. Madame, pouvez-vous nous dire exactement ce qui s'est passé? Demanda l'un des ambulanciers en vérifiant mes constantes. Ma sœur m'a donné un coup de pied, réussis-je à dire, ma voix à peine plus qu'un murmure. Je suis enceinte. Elle m'a frappé au ventre. L'expression de l'ambulancier s'assombrit. C'était fort? C'était intentionnel? Très fort. 2 fois. Et oui, c'était complètement intentionnel, répondit Michael pour moi, sa voix tendue par une rage contenue. La première fois, elle a prétendu être juste curieuse. La deuxième fois, elle l'a fait assez fort pour faire perdre connaissance à ma femme. Je vis les ambulanciers échanger des regards significatifs. Ils avaient manifestement déjà vu des cas de violence domestique, mais celui-ci était particulièrement troublant compte tenu de mon état. À l'hôpital, ils m'ont immédiatement emmené pour des tests et une surveillance. Les urgences étaient en pleine effervescence alors que les infirmières me branchaient à diverses machines. Le moniteur cardiaque fœtal était le plus important. Son bip régulier était la seule chose qui m'empêchait de paniquer complètement. Madame Thompson, je suis le docteur Richard, dit le médecin des urgences en examinant la coupure sur ma tête. Nous allons devoir faire un scanner pour vérifier s'il y a une lésion cérébrale. Mais d'abord, nous devons nous assurer que c'est sans danger pour le bébé. Le docteur Martinez, votre gynécologue obstétricienne, est en route. Pendant que nous attendions, un officier de police est arrivé pour prendre une déposition. L'officier Patricia Williams était une femme d'âge mûr aux yeux bienveillants, spécialisée dans les cas de violence domestique. Madame Thompson, je sais que c'est difficile, mais je dois vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé aujourd'hui, dit-elle doucement en tirant une chaise à côté de mon lit. Je lui ai tout raconté. Comment Erika avait toujours été la préférée. Comment elle m'avait frappé la première fois par prétendue curiosité. Comment mes parents l'avaient immédiatement défendue, et comment elle m'avait frappé beaucoup plus fort la deuxième fois en versant de fausses larmes. Et la réaction de vos parents lorsque vous avez perdu connaissance, demanda l'officier Williams en prenant des notes détaillées. Ils m'ont dit d'arrêter d'être dramatique, dis-je, de nouvelles larmes coulant sur mon visage. Ils ont dit qu'Erika en avait assez et que je devais arrêter mon cinéma. Mon père m'a même donné un coup de pied alors que j'étais inconsciente et a menacé de laisser Erika me frapper à nouveau si je ne me relevais pas. L'officier Williams avait l'air dégoûté. Madame Thompson, ce que votre famille a fait constitue une agression, surtout compte tenu de votre état. Le fait que vos parents n'aient pas cherché à obtenir une aide médicale et aient en fait encouragé de nouvelles violences en fait des complices. Nous allons porter plainte. Michael serra ma main. Est-ce que ce sera suffisant pour s'assurer qu'il ne puisse plus recommencer? Nous ferons tout ce que nous pouvons dans le cadre du système légal, promit l'officier Williams.
Mais je dois être honnête, les cas d'agression familiale sont parfois difficiles à poursuivre, surtout quand les auteurs prétendent que c'était juste un malentendu ou un accident. C'est là que j'ai revu ce regard dans les yeux de Michael. L'expression froide et calculatrice qui signifiait qu'il planifiait déjà quelque chose de bien au-delà de ce que le système judiciaire pouvait offrir. Le docteur Jennifer Martinez, ma gynécologue, arriva moins d'une heure plus tard. C'était une femme d'une 50aine d'années en qui j'avais appris à avoir une confiance totale au cours des derniers mois. Son expression était grave tandis qu'elle m'examinait. « Sarah, je dois être honnête avec vous, dit-elle doucement. L'impact sur votre abdomen a été important. Nous allons faire une échographie pour voir le bébé, mais je veux que vous vous y prépariez. » Michael serra ma main plus fort alors qu'ils amenaient l'échographe. Le docteur Martinez appliqua le gel sur mon ventre et commença l'examen. Le silence dans la pièce était assourdissant tandis qu'elle déplaçait la sonde, cherchant le son familier d'un battement de cœur. Mais il n'y avait rien. « Je suis tellement désolé, » dit doucement le docteur Martinez, les larmes aux yeux. « Le bébé. Il n'y a pas de battement de cœur. Le traumatisme à votre abdomen a provoqué un décollement placentaire. J'ai bien peur que vous ayez perdu le bébé. » Le son qui sortit de moi n'était pas humain. C'était une angoisse pure, le genre de chagrin qui vous déchire l'âme. Michael s'effondra sur la chaise à côté de mon lit, le visage dans les mains, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Nous devons programmer une procédure de DSC, dilatation et curetage, continua doucement le docteur Martinez. Je suis sincèrement désolé pour votre perte. Ma famille nous avait suivis à l'hôpital et attendait dans le couloir lorsque le docteur Martinez a annoncé la nouvelle. Quand ils ont entendu mes cris de chagrin, ils ont enfin compris la gravité de ce qui s'était passé. Mais même alors, leur premier instinct n'a pas été de me réconforter ou de prendre leurs responsabilités. C'était de se protéger. Je pouvais les entendre parler à voix basse devant ma chambre. Maman pleurait, mais cela ressemblait plus à de la peur qu'à une véritable tristesse. Papa essayait de comprendre leur exposition légale. Et Erika. Erika essayait toujours de jouer la victime. Je ne voulais pas que ça arrive, l'entendis-je murmurer à quelqu'un, probablement une infirmière. Je ne faisais que plaisanter. Comment étais-je censé savoir qu'une chose pareille pouvait arriver? Quelques minutes plus tard, ils essayèrent d'entrer dans ma chambre. Michael bloqua immédiatement le passage. « Sortez », dit-il calmement. « Vous n'êtes pas les bienvenus ici. »« Michael, s'il te plaît, » dit maman, la voix tremblante. « Nous sommes une famille. Nous devons être ensemble en ce moment. »« Une famille ?» La voix de Michael était incrédule. « Vous avez tué notre bébé et ensuite vous avez dit à ma femme d'arrêter son cinéma alors qu'elle était inconsciente sur votre sol. Vous n'êtes pas une famille. Vous êtes des étrangers qui partagent juste de l'ADN avec ma femme. » C'était un accident, dit papa, essayant de pousser Michael. Personne ne voulait que ça arrive. Non, dit fermement Michael, sans bouger d'un pouce. Un accident, c'est quand quelqu'un trébuche et tombe. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une agression délibérée, suivie d'une négligence criminelle. Votre fille a intentionnellement frappé ma femme enceinte au ventre 2 fois, et quand elle a perdu connaissance après le 2e coup, vous êtes resté là à lui dire d'arrêter son cinéma au lieu d'appeler les secours. Le docteur Martinez apparut derrière eux, ayant entendu la conversation. « Je vais devoir vous demander à tous de partir, dit-elle fermement. Madame Thompson a besoin de repos, et cette conversation lui cause manifestement de la détresse. La sécurité peut vous escorter si nécessaire. Nous avons le droit de voir notre fille, dit papa, la voix montant. En fait, non, répondit calmement le docteur Martinez. Madame Thompson est une adulte, et elle a le droit de refuser des visiteurs. Et étant donné les circonstances qui l'ont amenée ici, je pense qu'il est préférable que vous partiez maintenant. Après leur départ, Michael sortit de la chambre et je l'entendis parler à quelqu'un dans le couloir. Sa voix était calme, contrôlée, mais il y avait quelque chose de terrifiant dans son calme. « Vous avez tué notre bébé, » dit-il simplement. « Votre fille a tué notre enfant, et vous êtes resté là à laisser faire.
Vous avez donné un coup de pied à ma femme enceinte et inconsciente et lui avez dit d'arrêter son cinéma pendant qu'elle perdait notre bébé. Attendez une minute, commença papa, mais Michael continua comme s'il n'avait pas parlé. Je veux que vous compreniez quelque chose très clairement. Sarah et moi, c'en est fini de vous tous. Vous ne nous reverrez et n'entendrez plus jamais parler de nous. Et si vous pensez que c'est terminé, vous vous trompez lourdement. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déchaîner. Les semaines suivantes furent la période la plus sombre de ma vie. La procédure de DSC s'est bien déroulée d'un point de vue médical, mais émotionnellement, j'étais anéantie. J'avais porté notre bébé pendant 12 semaines, faisant des projets, achetant de minuscules vêtements, imaginant notre avenir en tant que famille de 3. Maintenant, tout cela avait disparu, arraché par la cruauté de ma sœur et l'indifférence de mes parents. Michael prit un congé prolongé pour rester avec moi. Il ne me quittait presque jamais, m'apportant des repas que je ne pouvais pas manger, me tenant dans ses bras pendant que je pleurais, et gérant toutes les questions pratiques dont je ne pouvais pas m'occuper. Il a coordonné mes soins de suivi avec le docteur Martinez, s'est occupé de notre assurance et a filtré les appels constants de ma famille que je refusais de prendre. Ils appelaient des dizaines de fois par jour les premières semaines. Quand je ne répondais pas, ils appelaient le téléphone de Michael. Quand il a bloqué leur numéro, ils ont appelé son travail. Quand sa secrétaire a commencé à filtrer leurs appels, ils ont commencé à se présenter chez nous. La première fois qu'ils sont venus à la porte, j'étais à l'étage dans mon lit, encore en convalescence physique et émotionnelle. J'ai entendu la sonnette, suivie de la voix de Michael, sévère et inébranlable. Vous devez partir maintenant. Nous voulons juste parler à Sarah, plaida la voix de maman. Nous devons nous expliquer. Expliquer quoi? Comment vous avez regardé votre fille enceinte se faire frapper au ventre sans rien faire? Comment vous lui avez dit d'arrêter son cinéma alors qu'elle était inconsciente? Comment vous n'avez pas rappelé les secours pendant qu'elle perdait notre bébé? Nous ne savions pas que c'était si grave, intervint la voix de papa. Elle a toujours été dramatique. Comment pouvions-nous savoir que cette fois, c'était différent? Parce qu'elle était inconsciente. La voix de Michael s'éleva pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. Elle était allongée sur votre sol, inconsciente et saignant de la tête. Et au lieu d'appeler le 911, vous lui avez dit d'arrêter son cinéma. Quelle partie du mot inconsciente pensiez-vous être fausse? J'ai alors entendu la voix d'Erika, plus faible et plus pathétique que je ne l'avais jamais entendue. Je ne voulais pas lui faire de mal. J'étais juste. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais jalouse. D'accord? Elle obtient toujours tout, et maintenant elle allait avoir un bébé, et Jake et moi essayons depuis des mois sans succès. J'ai juste craqué. Vous essayez d'avoir un enfant? La voix de Michael était d'un calme mortel. Tu étais jalouse que Sarah ait un bébé, alors tu as décidé de lui donner un coup de pied dans le ventre pour voir si tu pouvais le tuer? Non, ce n'est pas. Je ne pensais pas que ça allait vraiment. Erika éclata en sanglots, mais cette fois, il semblait réel, pas comme ses larmes manipulatrices habituelles. Vous devez partir, répéta Michael. Tous. Et si vous revenez, je vous ferai arrêter pour violation de propriété. Mais ils continuaient de revenir. Parfois ensemble, parfois individuellement. Maman venait le matin, se tenant sur notre porche, pleurant et suppliant de me parler. Papa venait le soir, essayant de raisonner avec Michael, d'homme à homme. Erika est venue une fois tard dans la nuit, ivre et en sanglots, martelant notre porte et hurlant des excuses jusqu'à ce que les voisins appellent la police. Chaque visite aggravait la situation. Chaque fois qu'il se présentait, c'était comme rouvrir la plaie. Je ne pouvais pas guérir, pas avancer, pas trouver la paix tant qu'il continuait de s'immiscer dans nos vies. C'est alors que Michael a pris la décision d'agir. Ils ne nous laisseront jamais tranquilles, dit-il un soir après que ma mère ait passé 2 heures assise dans sa voiture devant notre maison, à attendre. Ils pensent que s'ils insistent assez longtemps, tu leur pardonneras et tout redeviendra comme avant. Je ne peux pas leur pardonner, dis-je. Et je le pensais. Même si je le voulais, je ne pense pas que je le pourrais. Chaque fois que je les vois, je ne peux penser qu'à notre bébé.
Alors nous devons nous assurer que tu n'es plus jamais allé voir, dit Michael avec cette même détermination froide que j'avais entendue dans sa voix à l'hôpital. Et nous devons nous assurer qu'ils comprennent que les actions ont des conséquences. Le lendemain, Michael retourna au travail pour la première fois depuis l'incident. Mais au lieu de reprendre ses dossiers habituels, il avait un autre objectif. Il appela son ami Robert Chen, qui dirigeait l'agence de détectives privés la plus réputée de la ville. « J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur 3 personnes, lui dit Michael en faisant glisser un dossier avec les informations de ma famille sur le bureau. Tout. Dossier financier, historique d'emploi, casier judiciaire, activités sur les réseaux sociaux, dossier de conduite, déclaration fiscale, dossiers médicaux, si tu peux les obtenir légalement. Je veux connaître tous les secrets qu'ils ont jamais eus. C'est à propos de ce qui est arrivé à Sarah, n'est-ce pas, demanda Robert. Lui et Michael étaient amis depuis la faculté de droit, et il avait assisté à notre mariage. Ils ont tué notre bébé, Robert. Et ils refusent de nous laisser tranquilles. J'ai besoin de munitions pour les faire disparaître de nos vies de façon permanente. Robert hocha la tête d'un air sombre. Considère que c'est fait. Jusqu'où veux-tu que je creuse? Aussi profond que nécessaire. Pendant que l'enquête était en cours, Michael contacta également son réseau de collègues et de contacts. Davison, Klein et Associés n'était pas un cabinet d'avocats ordinaire. Il représentait certaines des personnes et des entreprises les plus puissantes de l'État. Michael avait tissé des liens avec des juges, des procureurs, des politiciens, des chefs d'entreprise et des directeurs de médias au cours de ses 15 ans de carrière. Je vais devoir demander quelques faveurs, dit-il à son associé principal, James Davison, lors d'une réunion privée. Tout ce dont tu as besoin, dit Davison sans hésiter. Ce qui vous est arrivé, à toi et à Sarah, est inadmissible. Le cabinet te soutiendra dans toute action en justice que tu souhaites entreprendre. Ça va aller au-delà d'une action en justice, dit Michael avec précaution. Je vais m'assurer qu'ils subissent les conséquences de leurs actes et qu'ils n'aient plus jamais l'occasion de blesser quelqu'un d'autre comme ils nous ont blessés. Davison se pencha en arrière dans son fauteuil, étudiant le visage de Michael. Parlons-nous de quelque chose d'illégal? Non, dit fermement Michael. Tout ce que je ferai sera complètement légal et transparent. Mais je vais utiliser toutes les ressources à ma disposition pour m'assurer qu'ils comprennent le véritable coût de leurs actions. Alors tu as mon soutien total, dit Davison. Et toutes les ressources de ce cabinet. Fidèle à sa parole, Michael s'est assuré que nous ne parlions plus jamais à ma famille. Nous avons déménagé de l'autre côté de la ville immédiatement après ma sortie de l'hôpital et il a fait changer toutes nos coordonnées. Il a engagé un détective privé pour documenter tout ce qui s'était passé ce jour-là, y compris obtenir une copie des dossiers de l'hôpital qui montraient clairement la cause de la mort de notre bébé. Mais Michael n'avait pas terminé. Loin de là. Ce que ma famille n'a jamais compris à propos de Michael, c'est à quel point il était puissant et connecté dans sa vie professionnelle. Il n'était pas un simple avocat d'affaires. Il était associé principal chez Davison, Klein et Associés, l'un des cabinets d'avocats les plus influents de l'État. Il avait des relations partout, juges, procureurs, chefs d'entreprise, politiciens, et surtout, il savait comment rendre la vie des gens très difficile par des moyens entièrement légaux. La première chose qu'il a faite a été de faire enquêter en profondeur les détectives privés de son cabinet sur ma famille. Ce qu'ils ont trouvé était une mine d'or d'informations que ma famille pensait enterrer en toute sécurité. L'équipe de Robert Chen a été incroyablement minutieuse. En 4 semaines, ils avaient compilé des dossiers complets sur les 3 membres de ma famille en utilisant des archives publiques, des analyses de réseaux sociaux, des entretiens avec des témoins et des techniques de surveillance légale. Le dossier de mon père était particulièrement accablant. Grâce à des entretiens avec d'anciens collègues et à l'analyse de documents commerciaux publics, ils ont découvert des preuves solides qu'il fraudait le fisc depuis des années. Déclarant des déductions auxquelles il n'avait pas droit et dissimulant potentiellement des revenus de son activité secondaire de réparation de petits moteurs. Ils ont également trouvé des témoins qui pouvaient attester d'activités financières suspectes sur son lieu de travail. De petites anomalies qui suggéraient un détournement de fonds, mais qui nécessiteraient une enquête officielle pour être prouvées. Les enquêteurs ont également découvert,
par observation publique et témoignage, que mon père avait une liaison avec sa secrétaire depuis plus d'1 an. Ils avaient des photos prises dans des lieux publics, des reçus de restaurants trouvés dans des poubelles accessibles au public et des témoins qui les avaient vus ensemble. Des relevés de cartes de crédit montrant des cadeaux coûteux ont été obtenus par des voies légales lorsque les dossiers financiers de mon père sont devenus partie intégrante des enquêtes officielles. Le dossier de ma mère a révélé sa fraude à l'invalidité grâce à une surveillance légale documentant ses activités professionnelles, mais aussi quelque chose de bien pire. Grâce à des entretiens avec ses clients et à l'analyse des registres des prêteurs sur gage, devenus disponibles lors des enquêtes officielles, ils ont trouvé des preuves suggérant que des bijoux avaient disparu des maisons où elle travaillait. Les enquêteurs ont trouvé des registres de prêteurs sur gage montrant que ma mère avait vendu plusieurs bijoux de valeur au cours des 6 derniers mois. Des bijoux qui correspondaient potentiellement aux descriptions d'objets disparus signalés à la police. Mais le dossier d'Erika était le plus fourni. L'accident avec délit de fuite n'était que le début. Grâce à la criminalistique des réseaux sociaux et aux entretiens avec des témoins, ils ont découvert des preuves de son implication dans une escroquerie à la carte de crédit avec son ancien petit ami. Ils ont également trouvé des témoins qui pouvaient attester qu'elle vendait des médicaments sur ordonnance à des étudiants, ses anxiolytiques et ses pilules pour le TDAH, ce qui constituait un trafic de drogue en vertu de la loi de l'État. Les enquêteurs ont également mis au jour l'historique des réseaux sociaux d'Erika, qui brossait le portrait troublant d'une personne aux prises avec de profonds problèmes de jalousie et de ressentiment. Il y avait des publications remontant à des années où elle parlait de sa haine envers moi, de la façon dont tout m'était toujours servi sur un plateau, et de son souhait qu'il m'arrive quelque chose de mal pour que je sache ce que c'était que de souffrir. Une publication datant de seulement 3 jours avant qu'elle ne me frappe était particulièrement glaçante. Certaines personnes pensent qu'elles sont si parfaites avec leur vie parfaite. Leur mari parfait et maintenant leur bébé parfait en route. Je me demande ce qui se passerait si leur monde parfait s'effondrait. Serait-elle toujours aussi suffisante ? Le premier mouvement de Michael a été une documentation complète et une pression stratégique. Utilisant les ressources et les relations juridiques de son cabinet, il a commencé à monter des dossiers qui entraîneraient des enquêtes officielles. Son équipe a compilé des ensembles de preuves comprenant des documents publics, des déclarations de témoins obtenues légalement et une documentation sur des schémas qui intéresseraient diverses agences de régulation. Pour l'affaire fiscale, ils se sont concentrés sur les incohérences entre les licences commerciales publiques de mon père et ses obligations fiscales. Pour les services sociaux, ils ont documenté les activités professionnelles de ma mère par une surveillance légale et des témoignages. Pour le dossier de police contre Erika, ils ont fait le tour des commerces près du lieu du délit de fuite et en ont trouvé plusieurs qui avaient encore des enregistrements de sécurité datant de 6 mois. Mais Michael ne faisait que commencer. Mon père travaillait comme directeur dans une entreprise de fabrication de taille moyenne appelée Precision Tools Incorporated. Michael a passé quelques appels et a découvert que l'entreprise était en fait impliquée dans des pratiques de sécurité douteuses qui violaient les réglementations de l'OSHA, l'Agence de sécurité au travail. Un rapport anonyme a été déposé et lorsque l'OSHA est venu enquêter, ils ont trouvé de nombreuses violations. Mon père, en tant que directeur responsable de la conformité en matière de sécurité, a été licencié et a dû faire face à des amendes personnelles qui l'ont presque ruiné. Utilisant ses relations dans le milieu juridique et des affaires, Michael a soigneusement orchestré une campagne de conséquences professionnelles. Bien qu'il ne puisse directement mettre personne sur une liste noire, il pouvait s'assurer que les ennuis judiciaires de mon père soient connus dans les cercles de l'industrie. Lorsque des employeurs potentiels effectuaient des vérifications d'antécédents ou des demandes informelles, ils découvraient les accusations de détournement de fonds, les problèmes fiscaux et les violations de la sécurité au travail. Dans une industrie très soudée où la réputation comptait, cela a effectivement mis fin aux perspectives de carrière de mon père. Michael s'est également assuré que la liaison de mon père devienne publique. Il a fait envoyer anonymement des copies des preuves à ma mère, ainsi que des photos et des documents de chaque visite à l'hôtel, chaque cadeau coûteux, chaque dîner romantique. Le colis est arrivé le jour de leur anniversaire avec une note qui disait simplement « Votre mari vous trompe depuis plus d'1 an. Il prévoit de vous quitter une fois qu'Erika sera installée. Vous méritez de connaître la vérité. » La destruction du mariage de mes parents s'est produite rapidement après cela. Maman l'a mis à la porte en quelques jours, demandant le divorce et la moitié de tout.
Mais avec les problèmes juridiques de mon père qui s'accumulaient et sa capacité de gain détruite, il ne restait plus grand-chose à partager. Maman a perdu ses prestations d'invalidité et a été contrainte de rembourser 3 ans de demandes frauduleuses, près de 85 000 $ qu'elle n'avait pas. Mais Michael ne s'est pas contenté de la laisser s'en tirer avec des sanctions financières. Il s'est assuré que les familles qu'elle avait volées soient contactées et informées des vols de bijoux. 3 familles distinctes ont porté plainte et lorsque les registres des prêteurs sur gage ont été réquisitionnés, le dossier contre ma mère est devenu en béton. L'attention des médias a été particulièrement brutale pour ma mère. Une femme handicapée prise dans une triple escroquerie était le titre qui apparut lorsque son affaire est passée au tribunal. L'article détaillait comment elle avait perçu des allocations d'invalidité tout en travaillant illégalement et en volant les familles qui lui faisaient confiance. La photo qu'ils ont utilisée la montrait menottée, et elle a été largement partagée sur les réseaux sociaux avec des commentaires sur le dégoût de voler des gens qui l'avaient accueilli chez eux. Avec mon père au chômage et confronté à ses propres difficultés financières, et ma mère incapable de travailler légalement en raison de son casier judiciaire, ils ont dû vendre leur maison et déménager dans un petit appartement dans un quartier difficile. La maison dans laquelle ils avaient vécu pendant 23 ans, où Erika et moi avions grandi, a été vendue à perte pour payer les frais de justice et les restitutions. Erika a été arrêtée pour le délit de fuite et a été inculpée d'agression au volant et de fuite après un accident. La victime avait subi une fracture de la jambe et avait passé des mois en kinésithérapie, incapable de travailler. Les images de la caméra de sécurité ont été cruciales. Elles montraient clairement la voiture d'Erika heurtant le piéton puis s'enfuyant sans s'arrêter. Les enquêteurs avaient trouvé 3 commerces près du lieu de l'accident qui conservaient encore des images datant de 6 mois, fournissant plusieurs angles de l'incident. Avec son casier judiciaire déjà entaché de délits mineurs, elle risquait une peine de prison sérieuse. Mais Michael n'en avait pas fini avec elle. Il a demandé à ses enquêteurs de continuer à creuser et ils ont découvert que Jake, le petit ami d'Erika, vendait de la drogue. Michael s'est assuré que cette information parvienne à la police. Et lorsqu'ils ont perquisitionné l'appartement de Jake, ils ont trouvé suffisamment de preuves pour l'inculper de trafic. Comme Erika était fréquemment à l'appartement et avait aidé Jake à emballer et à vendre la drogue, elle a été inculpée de complicité. Les accusations de fraude à la carte de crédit sont venues ensuite, lorsque les enquêteurs de Michael ont fourni des preuves au procureur liant Erika au réseau de vol d'identité. Le procureur était particulièrement intéressé à poursuivre l'affaire car elle impliquait plusieurs victimes dans plusieurs États, ce qui en faisait également une affaire fédérale potentielle. Mais le coup le plus dévastateur est venu lorsque Michael a décidé de rendre notre histoire publique. Il avait des contacts dans plusieurs médias, et notre histoire était parfaite pour le climat actuel de justice des réseaux sociaux. Une femme enceinte perd son bébé après une agression familiale, fut le titre du journal local. L'article incluait les noms de ma famille et détaillait exactement ce qui s'était passé ce jour-là, étayé par les dossiers de l'hôpital et les rapports de police. L'histoire est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les noms, les visages et les actions de ma famille ont été partagés des milliers de fois. Le nouvel employeur de mon père a vu l'article et l'a licencié avant même qu'il ait terminé sa première semaine. Ma mère s'est vue refuser un emploi à plusieurs endroits après que des vérifications d'antécédents aient révélé son lien avec l'histoire. Et Erika est devenue une paria dans ses cercles sociaux. Mais Michael n'avait toujours pas fini. Il a utilisé ses relations pour s'assurer que ma famille fasse face à des conséquences juridiques au-delà des simples accusations criminelles. Il a aidé la victime du délit de fuite d'Erika à intenter une action civile contre elle pour dommages et intérêts. Il s'est assuré que mon père soit contrôlé par le fisc non pas une fois, mais chaque année pendant les 5 années suivantes. Il a fait envoyer des lettres de mise en demeure à ma famille chaque fois qu'ils tentaient de nous contacter ou de raconter leur version de l'histoire. Plus dévastateur encore, Michael s'est assuré que leur histoire les suive partout où ils allaient. Chaque fois que mon père postulait pour un emploi, chaque fois que ma mère essayait de louer un appartement, chaque fois qu'Erika essayait de recommencer sa vie quelque part. Leur nom était associé à l'histoire de la famille qui a tué le bébé de leur fille enceinte puis l'a blâmé d'être dramatique. Au cours des mois suivants, l'approche méthodique de Michael a porté ses fruits. Les diverses enquêtes qu'il avait provoquées ont conduit à des accusations officielles et à des conséquences pour chaque membre de la famille.
Le processus n'a pas été immédiat. La justice avançait lentement, mais elle était minutieuse et dévastatrice. Le procès au civil pour le décès était plus complexe que je ne l'avais initialement compris. Notre État avait des lois spécifiques sur les plaintes pour mort fétale, et bien qu'une grossesse de 12 semaines soit qualifiée dans certaines circonstances, l'affaire dépendrait en grande partie de la preuve que l'agression était la cause directe de la perte. L'équipe juridique de Michael a passé des mois à monter un dossier en béton, consultant des experts médicaux et des spécialistes juridiques en litige sur la mort fétale. Pendant les dépositions, ma famille a enfin compris toute l'étendue de ce que Michael leur avait fait. Ils ont essayé de se présenter comme des victimes, affirmant que la punition ne correspondait pas au crime. Mais les preuves étaient accablantes, et leurs propres paroles pendant les dépositions n'ont fait qu'aggraver leur cas. Je ne pensais pas que ça ferait de mal, a déclaré Erika officiellement. Elle faisait tout un drame pour rien. Je ne faisais que m'amuser. Nous pensions qu'elle faisait semblant, a dit mon père. Sarah a toujours été dramatique. Nous ne savions pas qu'elle était vraiment blessée. Elle était méchante avec Erika, a ajouté ma mère. Nous essayions juste de protéger notre fille. Ces dépositions ont fuité dans les médias, et l'indignation publique a été rapide et brutale. Comment des parents pouvaient-ils regarder leur fille enceinte perdre connaissance et appeler ça du cinéma? Comment une sœur pouvait-elle donner un coup de pied dans le ventre d'une femme enceinte juste pour voir si ça faisait du bruit? L'affaire civile a été réglée à l'amiable pour une somme substantielle qui suivrait ma famille pour le reste de leur vie. Mais plus important encore, il était de notoriété publique qu'ils avaient été tenus légalement responsables de la mort de notre bébé. 2 ans plus tard, nos vies avaient complètement changé. Michael et moi avions déménagé dans un autre État où personne ne connaissait notre histoire. Nous avions suivi une thérapie approfondie pour faire face à notre perte et au traumatisme de ce jour. Nous avions appris à retrouver la paix et le bonheur, même si nous n'oublierions jamais notre premier bébé. Grâce aux réseaux sociaux et à des connaissances communes, j'ai appris ce qu'il était advenu de ma famille. Mon père avait développé une grave dépression et faisait des allers-retours en traitement psychiatrique. Le stress et la honte l'avaient complètement brisé. Ma mère était devenue l'ombre d'elle-même, cumulant plusieurs emplois de nettoyage juste pour mettre de la nourriture sur la table. Elle avait vieilli de 10 ans en 2 ans. Et Erika. Erika avait purgé 8 mois de prison et vivait maintenant dans une maison de transition, luttant contre la toxicomanie et incapable de trouver un emploi stable. Sa relation avec Jake avait pris fin lorsqu'il avait été condamné à 5 ans de prison pour trafic de drogue. Elle a essayé de me contacter plusieurs fois via les réseaux sociaux et des amis communs, implorant mon pardon et affirmant qu'elle n'avait jamais voulu que tout cela arrive. Mais pour moi, c'était fini. Michael et moi avions construit une nouvelle vie, et nous n'étions pas intéressés à regarder en arrière. Nous avons trouvé la paix dans notre nouvelle ville, de nouveaux emplois, et finalement, nous avons été bénis avec une autre grossesse qui a donné naissance à notre magnifique fille, Emma. Parfois, les gens me demandent si je pense que Michael est allé trop loin dans sa vengeance contre ma famille. Ils se demandent si la punition était proportionnelle au crime. Mais je sais quelque chose que ces gens ne comprennent pas. Ma famille n'a pas seulement tué mon bébé ce jour-là. Ils ont détruit ma capacité à faire confiance ou à me sentir en sécurité avec les personnes qui étaient censées m'aimer et me protéger inconditionnellement. Quand j'étais inconsciente sur leur sol, saignant de la tête et perdant mon bébé, ils ont appelé ça du cinéma. Quand mon mari est arrivé pour me trouver dans cet état, ils n'ont montré aucun remords, aucune inquiétude, aucune reconnaissance d'avoir fait quoi que ce soit de mal. Même à l'hôpital, même lorsque nous avons appris que notre bébé était mort, ils ont essayé de minimiser leurs actions et d'éviter leurs responsabilités. Michael n'a pas détruit ma famille par vengeance. Il les a tenus responsables de leurs actes par des voies légales. Chaque conséquence qu'ils ont subie était le résultat direct soit de leurs actions ce jour-là, soit d'autres activités illégales dans lesquelles ils s'étaient engagés auparavant. Il s'est simplement assuré que justice soit faite alors que le système aurait pu s'en tirer avec une simple tape sur les doigts. La vérité, c'est que Michael m'a sauvé la vie ce jour-là. S'il n'était pas venu nous chercher, je serais peut-être morte sur le sol de mes parents pendant qu'ils se plaignaient de mon cinéma. Il s'est assuré que ma famille ne pourrait plus jamais me faire de mal. Et il s'est assuré qu'ils comprennent le véritable coût de leurs actions.
Aujourd'hui, en regardant notre fille, Emma, jouer dans notre jardin, je suis reconnaissante pour l'homme que j'ai épousé et la nouvelle vie que nous avons construite ensemble. Nous avons nommé notre fille d'après la grand-mère de Michael, une femme qui comprenait l'importance de protéger sa famille et de défendre ce qui est juste. Parfois, je me demande si ma famille a appris quelque chose de ce qui s'est passé. Je me demande s'ils comprennent que les actions ont des conséquences et que certaines blessures ne peuvent jamais être guéries avec de simples excuses. Mais la plupart du temps, je ne pense plus du tout à eux. Michael et moi avons trouvé notre paix, notre justice et notre fin heureuse. Et c'est plus que ce que certaines personnes obtiennent après avoir subi une perte aussi dévastatrice. La mort de notre bébé n'a pas été vaine. Elle nous a appris sur qui nous pouvions vraiment compter lorsque tout s'est effondré. Et elle nous a montré que parfois, la famille que l'on choisit est plus forte que la famille dans laquelle on est né. En fin de compte, mon mari n'a pas fait de leur vie un enfer par cruauté. Il les a fait affronter la réalité de ce qu'ils avaient fait et s'est assuré qu'ils ne pourraient plus jamais le faire à personne d'autre. Et pour cela, je lui serai reconnaissante pour le reste de ma vie.